Doudou Diène, vous êtes ancien directeur du projet La Route de l'Esclave d'UNESCO. Vous êtes une des personnalités africaines les plus connues et les plus reconnues du fait de votre investissement sur la question de la traite des Noirs et de l'esclavage d'une manière générale. Vous êtes actuellement rapporteur au niveau des Nations Unies sur la question des droits de l'homme, notamment en Côte d'Ivoire. Vous êtes forcément une des personnalités demandées sur l'affaire du député Vialat. Ce député qui a donc, lors des événements du Trocadéro, accusé les descendants d'esclaves d'être les responsables du cassage. Que pensez-vous déjà de ces déclarations? Mais cette déclaration était à la fois scandaleuse, moralement, quand on pense à ce qu'a été l'esclavage, sa violence, son traumatisme. Mais elle est révélatrice d'une question de mémoire. Parce que ce que Vialat a dit, qui est sûrement le moment des gens, c'est ce que j'appelle moi le rot raciste. C'est-à-dire qu'il a sorti sans réfléchir. C'est-à-dire que le trop-plein de l'idéologie d'oubli de l'esclavage et du racisme est tel chez l'élite française que quelquefois littéralement il se lâche. Et donc il s'est lâché, il a sorti comme ça, comme Finkielkraut s'est lâché en disant des choses sur les footballeurs noirs, ou bien Georges Frêche, etc. Et donc ce qui est intéressant dans sa déclaration, c'est qu'elle permet de mesurer la profondeur du trou, ou de la profondeur de la question de mémoire dans l'élite française parlementaire et intellectuelle. Et donc quand on la mesure, on se rend compte que lui comme d'autres, ne connaissent pas l'esclavage, ce qui veut dire que donc l'enjeu de l'enseignement et de la connaissance du fait historique de l'esclavage est encore présent. Et deuxièmement, n'en a pas saisi à la fois toute la dimension morale, mais ses implications modernes. Parce que député de la République française, il a oublié les Antilles françaises, qui sont descendants d'esclaves. Donc, voilà ma réaction initiale à cette déclaration. Donc, il faut profiter de cette déclaration pour littéralement élaborer une stratégie qui permet à la fois de critiquer cette déclaration, mais d'utiliser cette déclaration pour enclencher une dynamique par laquelle les sources profondes de cette déclaration, c'est-à-dire l'ignorance du fait esclavagiste, la non-solidarité avec les descendants d'esclaves, prendre des mesures pour effectivement les comprendre et les mettre en œuvre à long terme. Vous savez que suite à ces déclarations, il y a une condamnation unanime pratiquement de la classe politique française, mais également de beaucoup de personnalités. Il y a aussi une plainte qui a été déposée par la fondation du Mémorial de la traite des Noirs. Pensez-vous que l'action judiciaire est la seule forme de réparation qui puisse être faite? L'action judiciaire peut être utile quand on est sur un enjeu qui est ponctuel, une déclaration raciste, etc. Mais quand on est dans une question qui a une grande profondeur historique, et non seulement une profondeur historique, mais qui a un impact des conséquences modernes, puisque les communautés marginalisées socialement, économiquement et politiquement sont ceux qui descendent de l'esclavage, il faut aller au-delà de l'action judiciaire. Donc, et faire une action qui soit de pédagogie et d'action. De pédagogie veut dire corriger ce qui est source de cette déclaration, l'ignorance et l'absence de sensibilité éthique à l'esclavage, mais le faire d'une manière concrète par des mesures, des actions qui vont s'inscrire dans la durée et qui viseront non pas seulement le groupe dont il est membre et l'élite française, mais la population française en général, qui est ignorante en profondeur de la question de l'esclavage, mais qui est sans doute ouverte à la connaître davantage et à se mobiliser parce que les Français sont comme tout le monde. Et il faut donc faire ce travail-là. Alors, le troisième point qui est important, dans cette stratégie, il faut éviter le piège que les idéologues de révisionnisme historique sur l'esclavage sont en train de tendre à tout le monde, c'est-à-dire, sachant que la question de l'esclavage est devenue inévitable, de la récupérer en la réduisant à une question mémorielle, purement mémorielle, mais mémorielle commémorative, c'est-à-dire un acte ponctuel qui se ferait de temps en temps, et le reste du temps on oublie ce qu'a été la profondeur historique et humaine et quelles sont les conséquences modernes.
Donc ce qui veut dire qu'il faut une stratégie qui soit à la fois de faire en sorte que ce que j'appelle la réparation historique soit un pilier. La réparation historique, c'est de faire en sorte que ce qu'on a déclaré crime contre l'humanité, l'esclavage par la loi Taubira, documenter le crime. Parce que c'est un crime qui n'est pas documenté. Et donc, amener toutes les sources d'information, les archives, les livres, les cabinets de notariat, les livres des cimetières, etc., les demander aux familles aussi d'ouvrir tous ces archives aux chercheurs pour donner fait et substance, corps et substance au crime contre l'humanité, documenter le crime. Donc si je comprends bien, vous ne seriez pas opposé à une médiation dans cette affaire-là? Ah oui, non, la médiation, je pense qu'elle est utile si elle peut amener à la réparation historique. Et après la réparation historique, donc documenter le fait de l'esclavage, la réparation éducative, mettre ces faits dans les livres d'histoire, non pas seulement de la France, mais de l'univers, puisque c'est un crime contre l'humanité. Et enfin, la troisième réparation, qui est la réparation économique, c'est de faire en sorte de montrer clairement que la marginalisation économique et sociale d'un certain nombre de communautés actuellement françaises et européennes découle de cette fait historique de l'esclavage. Et donc, prendre les mesures nécessaires pour que ces communautés-là, leur combat pour la dignité, le combat pour l'ascension sociale, leur combat pour sortir de l'invisibilité économique et sociale et du silence historique deviennent une réalité. Donc, faire en sorte, avec ces députés, dans une action de dialogue, parce qu'il faut faire de la pédagogie, au lieu de viser seulement la condamnation, secouer le cocotier français en ce qui concerne la question de l'esclavage et aboutir à des actions dans la durée et en profondeur. Très bien. Une dernière question, M. Diène. L'année prochaine, il y aura le sommet des Afro-descendants en Espagne. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette action rapidement? Alors la base de ça, c'est que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution déclarant la décennie depuis 2 ans, la décennie mondiale des descendants d'Africains. Il s'agit de faire en sorte que la situation, l'histoire et la place actuelle des descendants d'Africains fassent l'objet d'activités de réflexion, de mesures, etc. Et c'est dans ce cadre que nous avions, avec d'autres de la société civile, organisé le premier sommet des descendants d'Africains au Honduras, à la Ceiba, il y a 2 ans. Et comme deuxième action maintenant, nous préparons la conférence mondiale des descendants d'Africains. Et symboliquement, pour montrer que les descendants d'Africains et le rapport de l'Afrique à l'Afrique n'est pas seulement lié à la diaspora, dans les pays de la diaspora atlantique, dans les Amériques et les Antilles, nous allons l'organiser à Madrid. Parce que les descendants d'Africains sont antérieurs à l'esclavage ici en Occident et postérieurs à l'esclavage. Donc, c'est en train d'avancer et doit avoir lieu en 2014, ça s'appelle Afro-Madrid. D'accord, d'accord. Merci beaucoup.